Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration des profondeurs. Aujourd'hui, on s'intéresse à la fosse des Mariannes. Bonjour, oui, l'endroit le plus profond connu sur Terre. On parle de presque 11 kilomètres sous la surface. C'est ça, un monde d'obscurité totale, une pression absolument écrasante, difficile même à imaginer. Et c'est un lieu qui fascine de plus en plus. La source vidéo qu'on explore aujourd'hui, elle montre bien que ça va au-delà de la curiosité scientifique. Ah oui, qu'est-ce qu'elle met en avant d'autre? Ben, elle parle bien sûr de la vie incroyable qui s'y adapte, mais aussi, et c'est important, des ressources potentielles et d'une sorte de course géopolitique qui s'intensifie. La Chine notamment est très active. D'accord, donc on a d'un côté l'exploration pure, la découverte d'un monde quasi extraterrestre, et de l'autre, des enjeux très terre-à-terre, si j'ose dire. Stratégique, économique. C'est exactement ça. C'est ce mélange qui rend le sujet si pertinent aujourd'hui. Alors, allons-y. Plongeons dans ce que cette source nous apprend. Pour commencer, ce voyage vers le fond, comment on se représente ça? On descend, on descend. Oui, c'est un voyage à travers différentes zones en fait. On quitte la surface, la zone épipélagique, là où il y a la lumière. La zone photique, oui. Voilà. Puis on s'enfonce. Zone mésopélagique, dite crépusculaire. Déjà là, vers 1000 mètres, la pression augmente fort, la lumière disparaît quasi complètement. C'est le domaine de créatures assez étranges. Le poisson ruban, l'ange de mer. L'ange de mer, ça a l'air poétique, mais ça doit être assez spécial. C'est adapté, on va dire. Et puis, on continue. Zone bathypélagique, la zone de minuit. Noir total. Et là, la source mentionne des trucs encore plus fous, non? Le calmar maniapina. Le blobfish. Ah oui, le Maniapina avec ses tentacules immenses. Et le blobfish. Bon, lui, il faut préciser son aspect un peu blob qu'on voit parfois en photo. Oui, cette espèce de masse gélatineuse un peu triste. C'est ça. Mais c'est dû à la décompression quand on le remonte. Dans son milieu, sous pression, il a une forme tout à fait normale, adaptée. Ça montre bien à quel point cet environnement façonne la vie. D'accord. Et on continue, abyssal Adal, jusqu'au fond au Challenger Deep. Et cette pression alors? La source donne une image. Oui, une image très parlante. C'est comme si on avait 90 éléphants qui appuieraient sur un seul de vos doigts. 90 éléphants? Ouais, c'est juste dingue. On se dit que rien ne peut vivre là. Et pourtant si. Et pourtant si, la vie s'adapte à tout. La source confirme qu'on y trouve des organismes. Des xénophiophores, par exemple. Ce sont des organismes unicellulaires, mais ils deviennent géants. Et ils filtrent les sédiments. On trouve aussi des petites crevettes toutes pâles. Incroyable. Et comment tout ce petit monde survit énergétiquement parlant? Il n'y a pas de lumière pour la photosynthèse? Une partie de la réponse, c'est la neige marine. Cette espèce de pluie continue de débris organiques, de restes d'animaux, de plancton qui tombent des couches supérieures. Ça nourrit le fond et ça piège aussi beaucoup de carbone d'ailleurs. D'accord. Et il y a des phénomènes plus concentrés. La source parlait de chute de baleines. Ah oui, les whale falls. Quand une carcasse de baleine coule, elle devient une oasis de vie pendant des décennies parfois. Un écosystème complet se crée autour. Charognards, bactéries spécialisées. C'est fascinant. Et les suitements froids, c'est quoi exactement? Alors ça, ce sont des zones où du méthane et du sulfure d'hydrogène s'échappent du plancher océanique. Et là, miracle de la nature, des écosystèmes entiers se développent sans aucune lumière grâce à la chimiosynthèse. La chimiosynthèse, donc l'énergie vient de réactions chimiques, pas du soleil. Exactement. Des bactéries utilisent ces composés chimiques pour produire de l'énergie et toute une chaîne alimentaire se base là-dessus. C'est hyper intéressant pour comprendre comment la vie a pu apparaître et même pour chercher la vie ailleurs, sur d'autres planètes potentiellement. Et c'est là qu'on arrive aux ressources qui intéressent beaucoup de monde, j'imagine. La source mentionne la glace qui brûle. Oui, les hydrates de méthane. Du méthane piégé dans de la glace d'eau sous haute pression et basse température. C'est une réserve d'énergie potentiellement colossale. Potentiellement, mais avec des risques. Énorme. L'extraction est très compliquée. Ça peut déstabiliser les fonds marins, provoquer des glissements en terrain sous-marin et surtout libérer massivement du méthane, qui est un gaz à effet de serre bien plus puissant que le CO2. C'est très risqué. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi ces fameux nodules polymétalliques, des sortes de caillots au fond de l'eau. Oui, des concrétions rocheuses, un peu comme des patates, qui tapissent certaines plaines abyssales. Et elles sont riches en métaux critiques. Cobalt, nickel, cuivre, manganèse. Essentiels pour nos technologies vertes.
Les batteries de voitures électriques, tout ça. Exactement. Donc un intérêt économique évident, mais là encore l'envers du décor. L'extraction minière sous-marine, La source est assez claire là-dessus. Ça pose d'énormes problèmes écologiques, non? c'est le moins qu'on puisse dire. Les méthodes envisagées, c'est en gros de racler ou d'aspirer les fonds marins sur des centaines de kilomètres carrés. Ça détruit totalement des habitats qui ont mis des milliers, voire des millions d'années à se former. Et ça libère des nuages de sédiments. Oui, des panaches de sédiments qui peuvent voyager sur des kilomètres et étouffer la vie bien au-delà de la zone minée. Les biologistes marins sont extrêmement inquiets. Ils parlent de dommages irréversibles, d'écosystèmes qui ne se remettraient jamais, ou alors dans des milliers d'années. C'est vertigineux. Ce potentiel économique, face à ce risque écologique, ça nous mène tout droit à la géopolitique, j'imagine. Tout à fait. Historiquement, les plongées étaient des exploits rares, très coûteux. On pense à Picard et Walsh en 1960, James Cameron en 2012, Victor Vescovo plus récemment. Des missions ponctuelles, très médiatisées. Voilà. Mais la Chine, d'après la source, adopte une stratégie très différente. Après la plongée de leur submersible Fendouzet en 2020, ils ne visent plus seulement l'exploit ponctuel. Qu'est-ce qu'ils font alors? Ils développent une approche plus systémique. Ils misent sur des technologies répétables, évolutives, par exemple des flottilles de petits robots autonomes, pas plus grands qu'une boîte à chaussures parfois, pour cartographier et explorer en continu. L'objectif, c'est plus la performance unique, mais la présence quasi permanente et la collecte de données massives. C'est ça. Maîtrise opérationnelle, accès potentiel aux ressources. La source mentionne même un projet chinois de base sous-marine permanente, à 2000 mètres de profondeur, pour accueillir des scientifiques pendant 1 mois. Une base sous-marine, ça montre une ambition de s'installer, presque. Oui, une volonté d'occuper cet espace stratégique. Et il y a un autre enjeu majeur, les câbles sous-marins. Ah oui, l'épine dorsale de notre Internet mondial, des communications, du commerce. Exactement. 99% du trafic mondial passe par là. Et ils sont vulnérables. La source parle d'un robot chinois, officiellement conçu pour la réparation des câbles, mais qui pourrait tout aussi bien les sectionner. Un potentiel de nuisance énorme en cas de tension géopolitique. On voit bien le tableau. Et ce qui est frappant, selon la source, c'est le contraste dans les investissements. La Chine mettrait des moyens considérables dans les sciences et technologies marines, dans la formation, l'attraction de talents. Et les États-Unis? D'accord. Pendant ce temps, les budgets américains dédiés, notamment ceux de la NOAA, l'Agence océanique et atmosphérique, seraient plutôt en baisse, ce qui fait craindre une perte de leadership historique des USA dans ce domaine crucial. D'accord. Donc si on résume ce que nous dit cette source, on a un environnement extrême, mais où la vie s'accroche. Des ressources potentielles gigantesques, mais avec des risques écologiques majeurs. Et une Chine qui avance ses pions, technologiquement et stratégiquement, face à un Occident, ou en tout cas les États-Unis, qui semble un peu moins investi qu'avant. C'est une bonne synthèse, oui. La fosse des Mariannes devient une sorte de miroir des grandes tensions de notre époque, la course aux ressources face aux limites de la planète et la compétition pour le contrôle des nouvelles frontières, qu'elles soient technologiques ou géographiques. Une question assez fondamentale finalement. Quelles seraient les conséquences à l'échelle mondiale si une seule puissance arrivait à dominer l'accès et l'exploitation de cette chaleur, cette dernière frontière inexplorée de notre planète, potentiellement si riche et si stratégique? C'est une excellente question pour conclure. De quoi réfléchir, en effet.